Donc c'est Nice matin. Nice matin, Var matin même. Il n'y a pas d'âge pour jouer. Jeu de société Unis les Cavalerois. Ça c'est la médiathèque qui a organisé des soirées jeux du jeu. Bon, je pense que maintenant, d'ailleurs c'est jeudi dans l'émission de jeudi, je pense que je vais parler d'une tendance qu'il y a eu à Noël au sujet justement des... À Noël on parle beaucoup des achats de jeux de société, des achats cadeaux. Mais il y a une tendance qui est en train de se développer qui est la location de jeux de société, notamment portée par les médiathèques entre autres. Donc une autre manière aussi de pratiquer le loisir en laissant de côté le consumérisme et en pratiquant le loisir de manière un peu plus responsable. Est-ce qu'on a beaucoup à lire sur ça ou pas? Apprendre à jouer en société. Les grandes personnes. Les grandes personnes. C'est un enfant qui a écrit l'article, non? Il vous reste combien de temps pour... Attendez, est-ce qu'on a accès à Varmatin ici ou pas? Rechercher. Donc voilà. Bon, on n'en saura pas plus sur les grandes personnes. Les adolescentes et les petits-enfants. Le public était présent et avec Mathieu Laura, animateur et maître de jeu, ils ont appris à jouer en s'amusant. Bon, ça sent quand même l'article écrit la rédaction. Ça, quand c'est la rédaction, ça veut dire que soit ils n'assument pas. Des fois, c'est marqué AFP, c'est juste qu'ils ont repris le fil AFP. En général, quand c'est pas signé par un journaliste, c'est soit voilà, que ça a été écrit soit c'est même peut-être de l'IA ou un truc comme ça, quoi. Bref. Bon, là, c'était quand même bizarre ce début. Les grandes personnes, les adolescentes et les petits-enfants. Ok. Passons au Monde, qui, lui, pour le coup, est une correspondante à Séoul. Séoul, les seniors ne peuvent plus jouer aux échecs dans un parc historique. Là, c'est au sujet des personnes âgées ailleurs dans le monde. La capitale sud-coréenne, sur fond d'épidémie de solitude, est désormais interdit de jouer, de chanter ou de danser dans le parc Tapgol. Pour jouer au Jangi, le jeu d'échecs coréen, ou au Baduk, le jeu de Go. Je ne savais même pas que quand ils disent le jeu d'échecs coréen, c'est-à-dire c'est pas le jeu d'échecs traditionnel, mais une version coréenne. C'est dommage, je trouve ça bien déjà de pratiquer le loisir ludique partout et tout le temps, mais qu'en plus ça permet à d'autres personnes de pouvoir venir regarder, de s'y intéresser. Toute activité susceptible de perturber l'atmosphère du parc. Version où tu ne peux pas traverser la moitié du plateau. Tu peux jouer qu'au sud du plateau, c'est ça? Donc comme jouer, mais boire, chanter, danser ou commercer strictement interdit. Les autorités disent que c'est par rapport à regard du caractère historique du parc. C'est lié au mouvement du 1er mars 1919. Pour le coup, Le Monde, 4 janvier.
Passion de jeu, visite d'entreprise, ce collège vendéen monte un projet. Ça me fait penser pour Séoul quand même. C'est intéressant. Si c'est intéressant, ça serait justement de voir si en France on n'a pas des choses comme ça. Et parce qu'en France, on a un gros problème. Alors, je parle de la France parce que peut-être c'est ailleurs, c'est pareil, hein. On a quand même un énorme problème avec l'espace commun, l'espace qui est censé nous appartenir à chacun d'entre nous, donc l'extérieur, quoi, et qui est souvent privatisé soit par les autorités, soit par les entreprises ou autres, qui décident en fait de où on peut aller, de ce qu'on peut y faire, etc. Alors que, bah, en fait, c'est l'inverse. C'est nous tous et nous toutes qui devrions pouvoir décider de où on veut aller, de ce qu'on veut y faire. Donc ouais, ça c'est intéressant, quoi. À Toulouse, il y a un peu parfois des échecs qui sont joués. Alors là, le parc, c'est Place Wilson, il est en train d'être restauré. Donc du coup, bah, il n'y a plus les échecs. Mais de temps en temps, il y avait des personnes qui jouaient aux échecs. Je sais pas si c'était des Français ou des gens qui faisaient des tours du monde ou quoi. Et il y a eu un peu ça pendant un moment. C'est vrai qu'on n'a pas de zone exprès inconnue pour ça, par dans les bars maintenant. Ça s'est développé, quoi. Le collège André Tiraco de Fontenay-le-Comte est actuellement au cœur d'un ambitieux projet réunissant 3 établissements scolaires européens. Donc, le projet vise à sensibiliser les jeunes aux défis environnementaux et aux mutations du monde professionnel qu'ils entraînent. Ils sont jumelés avec l'établissement Marie Curie de Krotozin, Pologne, depuis 2011. Et c'est leur 3e projet Erasmus. Et là, ils viennent de renforcer un lien avec le lycée Grevenschmulden en Allemagne. Donc pendant 2 ans, les 3 établissements travaillent sur une même thématique avec des mobilités dans chaque pays. Premier déplacement en Allemagne, puis un second en Pologne. Voilà, ils sont hébergés en famille. Ils participeront à une semaine d'activité qui se conclura par un grand spectacle final à l'amphithéâtre du lycée Bel Air. Alors, création d'un jeu, nous c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc le deuxième axe, c'est pédagogie. Les élèves conçoivent un jeu de société destiné aux classes de CM1 et CM2, sensibiliser les plus jeunes aux gestes du quotidien en faveur du développement durable. Testé actuellement dans les écoles primaires, il sera décliné en version numérique. C'est bien, hein, de toute façon, le jeu maintenant est... Je trouve que créer un jeu, c'est vraiment... Enfin, c'est aussi fort qu'écrire un bouquin ou une pièce de théâtre, un film ou quoi. Quand c'est collectif comme ça, c'est une œuvre collective. Ça fait appel à tellement de... Enfin, le game design, quelque chose de très intéressant quand tu veux faire passer un message pour réfléchir à comment le faire passer. Et puis ça oblige au compromis, à la réflexion, au test, à l'itération. Donc plein de choses que je trouve beaucoup plus faisables parce que c'est quasi immédiat. Alors que réfléchir à des choses comme un spectacle ou des choses un peu plus grandes,
c'est des choses où tu es obligé de te projeter et que parfois tu peux pas tout tester non plus. Et ensuite, la dimension artistique constitue le troisième pilier du projet. Bon ben c'est bien. 120 000 euros financés par l'Union européenne. Voilà. Salut Nico. Merci de rabaisser toujours ta propre personne. Peut-être tu ne devrais pas te dégrimer, dénigrer autant. Bref. Je trouve ça bien parce que au moins ils ont intégré le jeu de société avec les arts, etc. Ils n'ont pas fait une distinction et pour eux ça fait partie de la même chose. Donc voilà, un très beau projet. Ça on va le garder, je pense qu'on en parlera. Il y a des choses à dire aussi. Numérama. Mystery Puzzle. Le jeu de société qui mélange puzzle et enquête est parfait pour les soirées d'hiver. Numérama, on ne sait jamais si c'est un vrai article ou il n'y a pas des partenariats des fois. Mystery Puzzle. Une gamme. Ah, je me disais bien qu'il y avait à avoir un lien affilié quelque part. Bon, après, il n'est peut-être pas affilié, hein. C'est peut-être juste un lien classique, mais je pense qu'il est affilié. Pas voir le lien, mais... Donc, quelqu'un y a déjà joué, ça? D'abord, en deux parties. D'abord, tu fais le puzzle. Au moins, tu as déjà un premier côté cool, enfin, t'espères que ce soit cool. Et ensuite, tu as une enquête. Ah, ok, tu as des indices au dos des pièces. Non, ça. Ouais, putain, il te refile un chapitre égale un lien vers Philibou. Chaque carte a un coup en temps symbolisé par des sabliers. Dans le meilleur des cas, elle révèle un véritable indice qui fait avancer l'enquête. Dans d'autres, il peut s'agir d'une simple fausse piste. Certaines cartes fonctionnent par paire, qui une fois réunies, par exemple, une serrure et sa clé. Oui, oui, bon classique quoi. Ok, là ça t'explique un peu le truc. C'est marrant que... Alors c'est le but hein, d'un article d'être très factuel, mais
Bah, c'est dommage de ne pas avoir mis plus d'émotion de ce qu'ils ont ressenti. Est-ce qu'ils l'ont fait à deux, etc. Si vous n'aimez pas les puzzles, oui, bah oui. Merci. Merci, Captain Obvious. Oui, bah oui, si on n'aime pas les puzzles, on va pas acheter un puzzle. Bon, bref. L'avant tout ce qui accroche bien, mais parfois pas du tout. Un puzzle avec un truc en plus. Eh, salut Giroud. Une quête très accessible. De l'observation plutôt que de l'enquête. On a aimé une enquête, et en fait, c'est de l'observation plutôt qu'une enquête. Je comprends rien. Bon, ça me donne envie quand même de faire une partie juste pour voir. Et plus parce que j'aime les puzzles que le reste, parce qu'après, bon, le fait de réunir deux cartes, maintenant, c'est un peu le classique, j'ai envie de dire, des jeux à énigmes comme ça. Je suis pas sûr que ce soit, comment il s'appelle, Unlock qui a inventé ça, mais en tout cas, c'est eux qui l'ont popularisé de par leur force de frappe. Donc, ok. La Provence, ça voulait dire. Oh putain, c'est le bordel, des pubs de partout. Une photo dégueulasse qui a dû être découpée. Tech Time, le jeu de société coopératif qui cartonne d'un ancien étudiant aixois. Ouais, comme Behind, ouais. Ça, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que. Alors, souvent, c'est des auteurs ou des éditeurs du coin, mais des fois, ils essayent de rattacher ça comme ils peuvent. Donc là, normalement, on risque d'avoir une petite interview, non? Ce jeu coopératif à la mécanique originale et au graphisme léché, sorti en octobre, est numéro 1 des ventes un peu partout. Ça, numéro 1 des ventes un peu partout, qu'est-ce que ça veut dire? Un peu partout. Chez mon boucher, il est numéro 1 des ventes. Bon, il avait qu'une boîte, mais numéro 1 des ventes. Bref. Son auteur, Alexis Piovezen, ancien étudiant en psychologie à Aix, raconte les coulisses d'un métier méconnu. Bon, là déjà, si on compare à Var Matin, bon, là déjà, on a assez signé. Et bon boulot, Nico. Et on est quand même, voilà. L'écriture est pas la même. Ici, on n'a pas le droit aux grands enfants. Non, c'était quoi la phrase? Je sais même plus. On va la reprendre. Les grandes personnes qui jouent aux jeux de société. Donc c'est le jeu qui est sorti début octobre, dont tous les mordus de jeux de société parlent en ce moment. Encensé par la critique spécialisée,
Ça, pareil, je veux bien savoir c'est quoi la critique spécialisée. Donnez-moi des... Je veux bien un lien ou deux. Numéro des ventes un peu partout, on l'a déjà dit. Un jeu de société coopératif où 2 à 4 joueurs doivent collaborer pour résoudre 40 énigmes en plaçant judicieusement les cartes autour d'un cadran d'horloge. On l'a testé. Là, ça c'est moche. On y a joué. Préfère. Vous n'avez pas testé, vous n'avez pas croqué dans les cartes, vous y avez joué. Et la mécanique de jeu se révèle immédiatement prenante, rythmée, suscitant d'intenses discussions stratégiques et un suspense croissant, chacun tentant, tâchant de déceler des signaux et ses partenaires de jeu sans pouvoir parler au moment de placer ses cartes. Le niveau de difficulté est particulièrement dosé et chaque nouvelle horloge vient proposer de nouvelles mécaniques inattendues, forçant les joueurs à repenser leur stratégie. C'est quand même vachement mieux écrit que certaines vidéos qu'on a pu écouter jusqu'à maintenant. Oh putain, la Provence. Est-ce qu'on va tomber encore devant un échec? Abonnez-vous à la Provence. On peut l'avoir pour 1 euro. Je pense que c'est pas impossible qu'on le libère pour jeudi. À réfléchir. Un article sur Alexis Rigetti, donc le businessman qui rend... Putain, le businessman maintenant, mec. GG qui rend les stations de ski pyrénéennes rentables. Oh, bon, on n'aura pas le Parisien. Pas forcément un intérêt à aller lire tout ça. Ah, il est devenu directeur général de Trio Pyrénées. Ah, ok. Alors, Alexis Rigetti, il faut savoir, c'est marrant, ça me fait toujours marrer quand... j'ai failli faire une interview de lui, mais on n'a pas réussi à trouver de date. Parce qu'il est forcément très occupé. Et c'est marrant de l'avoir eu à la maison il y a très très longtemps. Donc Alexis Rigetti, il est maintenant assez connu pour les amateurs, vraiment sur YouTube, les amateurs de sensations fortes, parce qu'il grimpe des sommets et il les descend en vélo. Donc voilà, puis il fait des documentaires, quoi. Il y a des très belles images, il a du très bon matériel, etc. Et avant d'avoir un gros succès hein, sur YouTube, et avec ça, il était, de mémoire, je crois qu'il était ingénieur, mais c'est surtout un auteur de jeux. Il a, je ne sais plus comment s'appelait ces jeux, mais il est auteur d'un des 2 jeux. Il y avait genre Crime City et Gangster City ou Police City, je sais plus. C'est 2 jeux qui se répondaient dans la thématique. Donc c'était 2 jeux qui sont sortis vers 2017, comme ça. Hein. Et je me souviens, il était venu à la maison, notamment pour nous faire essayer, pour le coup, le proto sur lequel il travaillait à l'époque, pour la suite. Donc c'est marrant qu'il ait complètement changé de bord. Et enfin, c'est marrant. C'est sa passion, quoi. Il est allé dans sa passion et avec succès. Donc ça fait toujours marrer de voir parfois le parcours de certaines personnes qui à un moment étaient dans le jeu de société, sont passées dans le jeu de société. Comment une partie de Seven Wonders a donné naissance à une belle amitié autour des jeux de société dans le Lochois. La Touraine ludique. Est-ce que c'est pas Loche? Loche, on a vu un article il n'y a pas longtemps sur Loche. Je crois qu'on n'avait pas accès d'ailleurs à l'article en entier.
La Touraine ludique. Tout est parti d'une rencontre fortuite autour d'un plateau de jeu. Depuis, une dizaine de passionnés se retrouvent régulièrement dans le Lochois pour des soirées ludiques et conviviales, entre stratégie et éclat de rire. La grande tablée n'est pas encore réunie autour d'un plateau de jeu. Chacun a ramené de quoi grignoter et boire en cette dernière soirée de l'année. D'ailleurs, ça fait penser que dans les projets 2026, on va annoncer prochainement, il y aura justement quelque chose autour de ça. Et un Ulule d'ailleurs. On va tenter notre premier Ulule. On va tenter plein de choses cette année. On va continuer à tenter des choses. Chef d'entreprise, archéologue, enseignante, vendeur ambulant de jeux de société, vendeur ambulant. C'est vraiment le terme qu'on utilise. Ça, je pense, c'est Waka Waka, mais vendeur ambulant, ça fait plutôt. Après, c'est peut-être quelqu'un dans sa carriole qui vend en même temps des pierres magiques et des retraités, contrôleurs qualité, salariés dans l'agrobiologie, collégiens, etc. Tous viennent d'horizons différents. Les Blackfus, ça se moque gentiment et ça se taquine comme de vieux amis qui ont l'habitude de se retrouver. Voilà, ça aussi c'est bien écrit. Il y a de l'ambiance, il y a ça qu'on veut. Je sais pas comment on pourrait faire, mais j'avoue que j'aimerais bien faire une vidéo comme ça avec que des témoignages de gens et des belles histoires comme ça. Des amitiés improbables, ou des amours, pourquoi pas, des gens qui sont mariés, etc. Mais improbables autour d'une table de jeu, quoi. Le truc qui vraiment, normalement, ne devrait pas arriver parce que, bah, comme dit là, et ça je l'ai souvent dit, mais autour d'une table de jeu, ce qui est bien, c'est qu'on est tous égaux et que tu croises des gens que tu croiserais pas normalement dans ta vie de tous les jours. Parce que la plupart du temps, on est tous dans un cercle et que là, il parle d'archéologues, bah voilà, moi j'avais croisé pareil des policiers, des gens qui viennent jouer autour de ta table de jeu et bah, dans mon entourage ou dans les gens que je fréquente, il n'y avait pas ça. Donc, je trouve ça vraiment. Bon, par contre, vendeur ambulant, ça j'adore. Hein. Je vais garder. Vendeur ambulant. Encore un bon article hein, qu'on va essayer de garder. Mais ça, pour le coup, ça peut vraiment donner. Je crois qu'on a idée sujet. Ah, ça pourrait même aller avec ça. On va le rajouter. De toute façon, le problème qu'on a toujours, c'est comment on fait des appels à projets, quoi. Les abonnés, je crois que la Nouvelle République, on l'avait pas. On l'avait déjà vérifié, mais après, il y a aussi des articles qui ne sont accessibles qu'en ligne. Hein, donc, bah oui, c'est marqué là, je suis con. Cet article est réservé aux abonnés numériques. Bref. Non, mais ça, ouais, je pense qu'on va essayer de le faire parce que je trouve que ça pourrait être intéressant sur un beau. Le top, ça serait de pouvoir chercher tous les témoignages et ensuite de pouvoir louer un studio pour une période donnée pour faire toutes les interviews, un truc ça propre et de faire un beau documentaire. Ça mériterait quoi. Ouais. Je vais aller chercher d'autres articles à faire passer. Et donc le lundi, donc là, cette semaine, c'est la dernière semaine qu'on fonctionne comme ça. Mais le lundi, c'est aussi normalement le jour où je fais la tier list des youtubeurs ludiques. Donc aujourd'hui, je vais la faire tout à l'heure là. Et après, à partir de la semaine d'après, ce sera tous les jeudis, la tier list. On va inverser les émissions pour que Nico puisse participer.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Je vais ramener les articles que j'avais de côté. Alors, le jeu de société, donc là, c'est la presse. C'est Montréal. Jeu de société Nitassinan. Nitassinan. Je ne sais pas comment ça se dit. Donc, c'est une lettre d'amour à la communauté Inuit. Inu. C'est l'illustratrice Lynn Maikan Vachish et Sébastien Magnan ont créé le jeu de société Nitassinan sur la culture Inu. Ouh là là, faut que je prenne. Va falloir que je trouve une chaîne YouTube qui fasse passer des cours d'orthophonie là. Alors là, je connais pas du tout. Hein. Donc pendant 3 ans, Sébastien Magnan a enseigné dans la communauté Innu de Pakuashipi. Et un Pakuashipi. Pakuashipi. Profitez, hein, voir ce que c'est. Ça a l'air très jojo, très joli. Je sais pas si là on est à la bonne taille par contre pour vous. Pas hésiter à me dire hein, quand vous n'êtes pas la bonne taille. Je crois que j'ai aucun lien qui est intéressant. La page, elle propose tout. Donc c'est un établissement indien situé à l'ouest de la rivière Saint-Augustin, en face de la municipalité de Saint-Augustin, au nord-est de Natashquan, Pascot-Nord. Ok. Là, on a... Très bien. J'avoue que je connais pas du tout. C'est intéressant. C'est intéressant. Salut tonton. Pas si je suis activiste, mais je fais de l'activité, ça c'est sûr. Ok. Donc son immersion dans cette localité isolée, accessible uniquement par la mer ou par les airs, l'a transformé et l'a incité à créer son premier jeu de société. Donc, ce jeu s'inspire des valeurs et des savoir-faire de ceux qui l'ont accueilli pendant ces 3 années. Le jeu permet de découvrir Nitassinan, je ne sais pas comment le dire, le territoire Innu. Les joueurs doivent accumuler des Innus éteints qui correspondent aux valeurs et aux savoirs traditionnels des Innus. Et au début du processus, alors qu'il déplaçait des pions de fortune sur un plateau qu'il avait bricolé, Sébastien Magnan avait pensé créer un jeu coopératif dans lequel 2 chasseurs s'affronteraient pendant une chasse au caribou. Des discussions avec des membres de la communauté l'ont convaincu qu'il faisait fausse route. Compétitif, j'ai dit coopératif, je crois que c'est compétitif. J'ai dit il y a quelque chose qui cloche dans ma réflexion. Des Inuits m'ont dit, chez nous, quand on va à la chasse, on travaille ensemble. On ne peut pas être l'un contre l'autre dans un jeu. Le commentaire a orienté tout le reste du processus et le jeu est devenu coopératif. Oui, bah c'est ça. Hein. De toute façon, les auteurs et autrices d'ailleurs, quand tu travailles un jeu, c'est pour ça qu'on parle souvent du propos. Le propos, c'est important de savoir en fait qu'est-ce que tu veux démontrer quand tu crées ton jeu. C'est quoi ta démarche? Tu as beaucoup d'auteurs de jeux qui savent pas répondre à ça parce qu'eux, ils ont juste
trouver une mécanique et en fait cette mécanique elle permet de débuter une partie et d'aller jusqu'au but quoi. Et il n'y a rien derrière. Et souvent c'est pas des bons jeux en fait. Là, un jeu justement il passe par un travail de réflexion, de choix. Et ces choix ils sont orientés par ce que tu veux dire et ce que tu veux faire passer comme message, etc. quoi. Même si c'est un message de divertissement, ça n'est pas incompatible. Donc les joueurs unissent leurs forces pour une partie de chasse qui s'étend sur 7 jours. Il y a des événements qui... voilà. Et on doit acquérir des savoir-faire, tirer à l'arc, manier un couteau croche, diriger un canot. Donc il n'y a pas que le mode collaboratif qui a été inspiré donc, des valeurs Innu. Après chaque manche, les joueurs doivent discuter pour s'entendre sur qui va chasser en premier dans la manche qui suit. Les Innus aiment discuter ensemble avant de prendre une décision. Pour illustrer sa création, il a fait appel à une illustratrice originaire de Pessamit, Lynn Maikan Vachish, sûrement pas prononcé une seule lettre comme il fallait. Donc elle dit 2 semaines avant que Sébastien m'appelle, je disais à une amie qu'illustrer un jeu serait un de mes projets de rêve. Lance la jeune femme en riant. 2 semaines avant, gagner au loto serait un de mes projets de rêve. Vivement que la Française des Jeux m'appelle dans 15 jours. Bref. Donc voilà, donc il a consulté les Innus à plusieurs reprises pendant les 3 années qu'a duré la création du jeu. Donc il a rencontré les représentants de 10 et 11 communautés Innus du Québec et du Labrador. Qui ont permis d'affiner son jeu. Par exemple, j'ai remplacé la chasse au filet par de la chasse au harpon. J'ai aussi éliminé certains aspects de la culture que les Innus trouvaient trop sacrés pour être inclus dans un jeu de société, comme le Tewican, le tambour sacré. C'est marrant ça. Ça, c'est un truc intéressant de savoir. Ah, voilà. La réponse est juste après. Il y a un livret culturel. Et dans les règles du jeu, hop, il y a un QR code pour aller à l'institut où il y a le livret, etc. quoi. Et une liste Spotify pour se mettre dans l'ambiance pendant la partie. Pour nous aussi, on diffuse sur Spotify, mais est-ce que c'est le bon endroit? Est-ce que c'est le bon lien à mettre? Je ne sais pas. Vu que c'est dirigé par un marchand d'armes, on pose toujours nous la question d'y rester ou pas. Hein, sur Spotify, on avoue que c'est compliqué de peser le pour et le contre, quoi. Bon, bah, ça nous donne très envie, en tout cas, d'y jouer, parce que, bah, juste pour le projet, déjà, pour en apprendre plus. Voilà, quoi, c'est ça qu'on veut, des articles comme ça. Ça, c'est des bons articles, hein. Le but est vraiment de faire rayonner la culture. Nitassinan est destiné aux joueurs avertis. Il y a aussi un mode solo qui est très dur mais faisable. Voilà. Et en plus, c'est imprimé et distribué par l'entreprise québécoise Jeux Passe 4
qui coédite avec l'Institut Chakapèche. Voilà. Prix $45. Bon, bah, tout ça, c'est très intéressant. Alors, je vois hop, hop. Que nous dit tonton la groseille? Ce que tu dis est intéressant. Un passionné de jeu se lance sur un thème qui lui tient à cœur et veut créer un jeu. C'est un bout de la lorgnette. Les joueurs veulent une mécanique qui se tient, dans laquelle ils trouvent du plaisir et l'envie d'y rejouer. La grosse problématique du monde du jeu, est-ce que ces deux concepts matchent et finissent par se rejoindre? Bah, moi, je crois pas. Je crois que ceux qui veulent une mécanique, c'est qu'une toute petite partie et ce sont un peu, on va dire, pas les passionnés parce que c'est pas vrai, c'est une partie vraiment spécifique, voire même peut-être plus les youtubeurs, en tout cas je vais mettre au sens large, les médias ludiques qui parlent de jeux, parce que je pense que les joueurs et les joueuses, ce qu'ils veulent, c'est une bonne expérience en réalité, et c'est ça qui compte. Et d'ailleurs, on le voit, on prend les jeux qui se vendent le plus, et je parle même pas de la grande distrib, hein, je parle même en boutique ou quoi, c'est souvent pas une question vraiment de mécanique, mais plutôt d'expérience que les gens vivent autour. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, les auteurs de jeux les autrices qui ne pensent mécanique sans penser d'abord à qu'est-ce qu'ils veulent raconter ou ce qu'ils veulent partager. Et je parle pas d'avoir un thème ou quoi, mais ça peut être l'idée de dire je veux que les personnes autour de la table se mettent dans telle situation, dans le rire, dans telle tension psychologique ou peu importe. Ça peut être aussi un angle, hein. Donc je pense que le côté vision mécanique, elle est elle est très visible, parce que ceux qui s'expriment sont vraiment une partie des passionnés et qui ne voient que par ça, et c'est retranscrit dans les médias ludiques, qui sont finalement majoritairement ou exclusivement des gros passionnés aussi. Moi, je crois que les bons jeux, ce sont pas des jeux qui ont que une mécanique. Ce sont des jeux qui ont autre chose. Certes, la mécanique, c'est ce qui fait fonctionner. Un peu comme un film, oui. Un bon film, il y a forcément de la technique derrière, quoi. Pour moi, la mécanique, c'est la technique. C'est une partie de la technique. Il faut qu'elle soit au service de quelque chose. Ok, ah bah ça, très intéressant. Ça aussi, je pense qu'on le mettra. Je sais pas si on voit quelque chose, mais on a un truc plus petit que ça. Ouais. Femme au téléphone. Alors, ok. Ok, le livret exclusif. C'est ça que je veux. C'est à ça que je veux avoir accès. La liste de lecture. Il y a une vidéo. Acheter le jeu.
pense qu'on peut pas l'acheter, c'est trop loin. Ça paye 400 € de... Peut-être pas. Ok, très bien. Très bien, très bien. On va aller chercher d'autres... On a encore des trucs à lire. Alors, ça on l'a fait. Alors ça aussi, j'ai un truc, ça fait des semaines que... Ça, faut que vraiment que je m'en occupe. Je vais quand même le montrer, mais... souvent, on est contacté par mail par des gens, par des éditeurs ou des auteurs, ou des gens qui ont des projets. Et je mets des mois, voire des années à répondre aux gens. Mais ça, c'était un projet intéressant, mais je pense qu'il faut qu'on reprenne aussi. Mais comme ça, ouais. Comme ça. Euh, donc ouais, c'est une adaptation en fait du jeu Top 10, donc, avec l'autorisation de Cocktail Game et de l'auteur du jeu, etc. Qui permet en fait d'éduquer aux médias et à l'information. Donc c'est un projet, hop. C'est la personne qui dirige ce projet qui m'avait contacté. Donc ça aussi c'est intéressant, il faut absolument que je le mette dans dans une émission. Il faut aussi que je le contacte, puisque là, j'ai soldé un peu là en fin d'année, ça a été pendant que tout le monde faisait les fêtes, j'en ai profité moi de mon côté pour solder tout ce que j'avais un peu à la bourre côté punchboard. Et notamment, j'ai fait tous les papiers j'attendais certains papiers de l'assurance notamment pour louer la salle pour le premier donc festival des médias ludiques qui se tiendra les 13 et 14 juin 2026. Et ça, typiquement, voilà, je pense que c'est le genre de jeu qu'on pourrait animer sur place. Donc, pareil, il faut que je contacte la personne. J'ai déjà quelques idées de tables, de stands qu'on pourrait mettre à disposition. Sachant qu'actuellement, j'ai fait le choix que les stands ne soient pas payants. Donc, ça voudra dire que si on a trop de propositions, je ferai un choix. J'irai vers les choix les plus intéressants ou pertinents. Voilà. De toute façon, l'entrée est gratuite. Il n'y a rien de payant. La seule chose que j'ai demandé en dérogation, c'est qu'on puisse boire sur place. Donc boire de l'eau minérale, de l'eau pétillante ou des jus de fruits. Et qu'on puisse en vendre au cas où. Voilà. Je me suis dit, on ne sait jamais s'il fait trop chaud ou quoi, il faut quand même que les gens puissent s'hydrater. Donc voilà, donc au cas où je vous mettrai le lien puisque c'est accessible gratuitement. Vous pouvez suivre ce projet. Hop, un des projets pareil que j'ai qui traîne dans mes onglets pour lequel il faut que je finisse. Tac, alors qu'est-ce qui nous reste encore qui traîne? Hop. Après, la semaine dernière, on en a fait 35, hein, donc on a rattrapé aussi tout le retard.
qui est cool, c'est que du coup, on en a beaucoup moins à regarder cette semaine. On avait l'article de Forbes, on s'en est pas trop occupé, ce serait pas l'occasion. Aussi, il faut que je nous en libère. Du 22 décembre, pour le coup. La voix en plus grand. Rares sont les pays où la population est aussi friande de jeux de société que la France, avec plus de 90 000 boîtes vendues chaque jour. L'Hexagone incarne un poids lourd du marché des jeux de société en Europe. Selon le cabinet d'études Circana, elle est même devenue en 2024 le premier marché européen du jeu de société, devant l'Allemagne, avec 34 millions de boîtes vendues pour 587 millions de chiffre d'affaires. Moi, j'avais l'impression qu'on était le premier marché d'Europe depuis plusieurs années, pas seulement depuis 2024. Hein. Jeux de cartes, de plateau, d'ambiance, de stratégie ou encore de rôle. Le secteur tricolore dispose d'un éventail de plus de 180 éditeurs de jeux de société, un nombre qui a doublé en l'espace de 10 ans. Je pense que malheureusement, il va aussi se réduire drastiquement. Les Français, très friands de cette activité familiale, nourrissent un marché en constante croissance qui a atteint une valeur de 1,16 milliard d'euros en 2025, selon Xerfi. Parce que c'est Xerfi. Un périmètre qui inclut aussi les puzzles, ce qui explique des ordres de grandeur différents selon les sources. Que c'est Xerfi. Ah, c'est les trucs où il faut payer, là. 1500 balles hors taxe. Le secteur est largement dominé par Asmodee Group, devant Louis Hachette Group et les grands acteurs internationaux du jouet comme Mattel et Hasbro. Ravensburger, c'est le leader des puzzles. Côté distribution, leur marché s'appuie sur un réseau de plus de 275 boutiques spécialisées, majoritairement indépendantes, constituent une spécificité forte du secteur. 275, ça m'a l'air peu. Hein. Moi, il me semble que les chiffres, c'est plutôt presque le double. Mais après, dans le double, je sais pas si... Je sais pas si dedans il y a que de la vente de jeux de société ou si parfois c'est mix avec autre chose. Analyser le marché et ses perspectives. Alors moi, c'est ça qui me fait à chaque fois quand même. En fait, c'est ça que tu achètes. Tu achètes les perspectives de la 2028. Mais comment ils peuvent savoir ça? Nos prévisions exclusives. On a fait un tarot ce matin et... Par contre, tu as chiffre d'affaires des éditeurs, les importations,
Les exportations. Ouais. Les fiches d'identité. Paymentony, Jumbo Group. C'est marrant qu'il n'y ait pas Média Participation. Bon, bref. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Monopoly, Uno ou encore Scrabble. Les grands classiques du jeu de société occupent les armoires de nombreux ménages français, lesquels alimentent un marché en croissance constante depuis de nombreuses années. J'ai l'impression que c'est quand même le jour de la marmotte depuis tout à l'heure. On nous répète plusieurs fois la même chose. En particulier depuis la période de la Covid-19 qui a forcé les gens à rester chez eux. L'intérêt porté au jeu connaît alors une courbe d'évolution favorable chez les usagers tricolores. Et surtout, la France s'impose aussi sur le terrain de la création des jeux, avec des auteurs prolifiques capables de proposer sans s'essouffler de nouveaux concepts pour un public toujours plus large. Les chiffres illustrent cet élan. Sur 3500 jeux produits chaque année dans le monde, 1000 proviennent de France, selon un rapport de GMI de 2024. Un engouement national qui se traduit également par plus de 500 festivals de jeux de société organisés dans le pays, notamment celui du Flip de Parthenay, considéré comme l'un des plus importants du monde et accueillant près de 200 000 visiteurs. Côté locomotive française, des titres comme Dixit, Seven Wonders, Lando ou Unlock ont aussi contribué à installer durablement la French Touch dans les ludothèques à l'international. Merci Asmodée, quoi. À une époque, il y avait l'Allemagne, et quand les Allemands ont commencé à inonder le marché avec leurs jeux de société modernes, on va revenir là-dessus, la France a tout de suite répondu et il y a eu énormément de vocations qui sont nées dans les années 90, avec de jeunes auteurs qui ont commencé à faire des jeux, explique à Forbes Corentin Lebras, auteur de jeux de société, parmi lesquels Faraway, Takenoko et Draftosaurus, et cofondateur de Kaide Dama. La France est un pays hyper prolifique. Là où aux États-Unis, il y a beaucoup de jeux qui sortent, et quand on ramène au pourcentage de gens qu'il y a, on est largement au-dessus. Allez hop, un coup de pissou sur les USA là, rapidement en passant. Néanmoins, réussir à s'affirmer et à imposer son empreinte requiert un savant mélange de talent et d'opportunité qui n'est pas à la portée de tous les auteurs. Concurrence rude incite les créateurs à redoubler d'efforts pour émerger du lot. Maurice Murat, qui a co-conçu plusieurs succès comme Pute mais combien, ignore encore la véritable raison de ses réussites ludiques. Je cite: quand on arrive à être présent 10 ans après la sortie de notre jeu, c'est clairement une exception, s'étonne-t-il auprès de Forbes. Comment on arrive à se démarquer de ce lot? Ce n'est pas la formule magique. Clairement, sinon je m'amuserais à l'appliquer dans plein de domaines. Je pense qu'il y avait un facteur chance avec nous. Je pense que nous avons réussi à avoir la recette pour se détendre, mais aussi apprendre des choses qui avaient l'air de vraiment plaire. Oui. Enfin, TTMC, si on prend ce cas-là en particulier, moi je me souviens, je travaillais en boutique, quand j'aidais au passe-temps, et clairement, en termes de jeu de quiz, il y avait un gros vide. TTMC est arrivé à combler ce vide en justement cassant le côté élitiste
que peut avoir un jeu de quiz traditionnel, type le Trivial Pursuit, en lissant ça grâce à sa mécanique toute simple, mais en fait qui justement permet de mettre tout le monde à niveau euh, et que tout le monde puisse s'amuser et continuer à avancer. Donc non, non. Faut arriver au bon moment, mais sans avoir analysé le marché, mais parce que souvent c'est ça, hein, tu as des angles morts dans le marché, euh, tu sais les combler au bon moment, tu t'imposes comme le leader du secteur, et à partir de ce moment-là, tous ceux qui arrivent après, quand bien même ils peuvent être très bons, ne sont juste que des, comment on appelle ça, ils ont l'affiliation avec celui qui arrive avant, quand bien même c'est pas vrai. Donc vaut mieux être le premier arrivé, même en étant moins bon, parce que tu t'imposes de fait, quoi. Du point de vue de certains distributeurs, le succès commercial d'une boîte réside essentiellement dans la qualité d'expérience ludique délivrée. Modé, leader de la distribution et de l'édition des jeux de société en France, derrière les best-sellers Double, Jungle Speed ou encore les Loups-garous de Tierce-lieu, a répondu à Forbes sur le sujet. Carrément Asmodée qui a répondu. Même pas une personne de chez eux, c'est l'entité démoniaque. La meilleure manière de se démarquer reste de proposer des jeux peaufinés, travaillés pour offrir des expériences très différentes, pertinentes pour un maximum de joueuses et joueurs et riches en émotions. Je propose que nous prenions 10 jeux sortis chez Asmodée avant Noël et que nous vérifions si le dogme a été respecté ou pas. Bref. La créativité reste l'un des grands atouts du jeu de société français, mais elle ne suffit pas à garantir la durée de vie d'un titre, ni la trajectoire d'un studio ou d'un éditeur. La pérennité se joue aussi dans la capacité à lire les évolutions de mœurs, de pratiques culturelles et de formats, et à ajuster l'expérience, le prix, les canaux et même les univers en conséquence. C'est là que se dessine la prochaine étape, non plus seulement inventer, mais s'adapter. Eh ouais, bah, là on rentre dans le capitalisme, hein. On rappelle hein, qu'en décembre, quand on avait regardé les chiffres fournis par Jouet Club, dans les plus grosses ventes sur la semaine précédant Noël de tous les magasins Jouet Club, figurait dans le top 4 ou le top 5 le Puissance 4. Les gens n'ont pas un jeu qui fait appel à plein de choses et pour qui les gens... enfin, c'est pas l'ancienneté d'un jeu qui fait qu'il faut le changer ou quoi. Bref. Le besoin de se réinventer pour s'adapter à l'ère du digital. Plus qu'un défi de renouvellement, les acteurs du secteur sentent le vent pousser vers la digitalisation et le jeu de société 2.0 dans un contexte où les nouvelles générations peuvent avoir tendance à favoriser les écrans au plateau de jeux traditionnels. Une tendance qui s'est par ailleurs accentuée lors des périodes de confinement sanitaire où certains jeux ont cartonné comme Plateau ou bien Karting Phone. Plateau, je sais pas, je ne connais pas, mais Gartic Phone, oui, ça a cartonné. Mais comme il y avait, comment ça s'appelait, Among Us, tous les jeux qui permettent de jouer à plusieurs et de se marrer. Épousant cette mouvance, Maurice Murat a annoncé lors de la rentrée le lancement de Group, une application mobile proposant des mini-jeux en temps réel, s'amuser le temps d'une soirée en famille ou d'un week-end entre amis. Un moyen d'élargir son public et renforcer la visibilité de ces jeux déjà commercialisés
physiquement. Groupe et notre stratégie de diversification et de digitalisation. On pense qu'avec une application, on peut récupérer des joueurs qui ne sont pas des joueurs de jeux de société physiques. On peut aussi tester des principes de jeu et permettre à nos joueurs de TTMC classiques de jouer à distance. Ouais, ça je suis toujours sceptique, mais je comprends l'idée. J'ai pas l'impression, si on prend pareil BGA ou quoi, je sais pas à quel point il y a. Ils le font, c'est que ça. Dans tous les cas, c'est une nouvelle. Des nouveaux joueurs, quoi qu'il arrive. Que s'il y a des gens qui ne jouent qu'à partir de groupe, de BGA, et tu captes un nouvel groupe de joueurs. Mais est-ce qu'il y a vraiment une porosité entre les deux? C'est pas du tout. Bon, il y en a forcément une, mais je veux dire, je sais pas si elle est vraiment aussi pertinente qu'on semble le dire. Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte parce que si je vois avec BGA, bah, il y a des exemples et des contre-exemples. Enfin, j'entends un peu tous les sons de cloche, donc c'est dans une toute autre stratégie que s'inscrit en revanche Émilie Bernier O'Donnell, fondatrice des Detective Box, un concept qui allie escape game, jeux de société et séries policières. La créatrice s'est fait connaître à l'échelle nationale en ayant participé à l'émission Qui veut être mon associé sur M6, pour elle aussi en l'avenir du jeu de société 2.0. Un avenir qui se joue en compagnie de l'intelligence artificielle, laquelle permettra d'améliorer l'expérience de jeu pour les apprentis détectives lors de leur partie entre amis. Et d'ailleurs, dans le dernier Ce qu'il ne fallait pas louper, je parle justement de l'intelligence artificielle comme manière d'augmenter l'accessibilité aux jeux de société et d'améliorer l'expérience joueur et joueuse. Bref, je pense que ça ne va faire que se développer parce que je ne vois pas comment en voulant toujours pousser plus loin l'expérience ludique, les éditeurs, créateurs, créatrices ou même BGA ne vont pas à un moment ou à un autre proposer ça. Ce sont des choses qui sont encore en recherche et développement, mais le but, quand on développe des jeux d'enquête, c'est de créer des situations qui semblent les plus réalistes possibles, explique Émilie Bernier-O'Donnell à Forbes. Nous avons une application de jeu dans laquelle on a des acteurs qui représentent des personnages d'une agence de détective. Il nous permet de faire de la narration d'une manière que ne peut pas faire un jeu de société classique. Ce système va vraiment gagner en réalisme avec l'IA. Plutôt que de préparer un texte de réponse tout prêt et qui va être régurgité, peu importe le texte du joueur. Donc ça oui, ça va rejoindre un peu le jeu vidéo qu'on avait dit la dernière fois, quoi. Moi, ce que j'avais dit dans la toute première vidéo de Punchboard, c'était ça. Hein. Je disais que le meilleur partenaire de jeu va finalement être l'IA au bout d'un moment. Profitez d'avoir encore des amis. Il y a bien des gens qui se marient avec ChatGPT, donc pourquoi pas jouer avec des jeux de société, quoi. La digitalisation des jeux de société peut également passer de façon plus rare, certes, par l'adaptation audiovisuelle. Un pari plutôt risqué dans lequel s'est engagé Asmodée, qui a récemment décliné en divers formats l'un de ses jeux phares. L'objectif, toucher un large public à travers les plateformes de streaming les plus populaires et étendre l'univers de ses best-sellers incontournables. Qui se marie avec ChatGPT? Des gens, plein de gens.
Je crois que j'ai même vu une news, c'est au Japon, non? Au Japon ou en Chine, je sais plus. Une femme a quitté son mari pour se marier avec ChatGPT, quoi. Il y a beaucoup, hein, beaucoup de gens. Moi, non, je les connais pas. Et je vais pas juger parce que moi, j'arrive pas à. Quand on avait essayé en live ChatGPT une fois, pour moi, ça reste c'est Google dans ma tête. C'est pas un être, c'est pas quelqu'un d'humain. Donc, j'arrive pas. Et même si c'est vrai que ça peut être pratique, j'avais déjà expliqué, mais quand on a créé le compte en banque de Punchboard, il y a eu un bug à la création. Et pour régler le bug, le SAV, c'était ChatGPT. Enfin, c'était un truc automatisé, quoi. C'est d'une efficacité redoutable. En 10 minutes, en 10 minutes, non seulement, enfin, même pas 10 minutes, il m'avait posé les bonnes questions, rebondi tout ce qu'il fallait, et donné un lien, enfin, il m'avait mis en contact avec une personne physique qui était celle qu'il fallait pour répondre à ma problématique. Voilà, en moins de 10 minutes, tout était réglé. Donc là-dessus, tu vois, je n'ai pas anti le truc. Mais à aucun moment dans cette discussion, je me suis dit, je parle avec quelqu'un. Donc ça me fait toujours bizarre de me dire qu'il y a des gens qui s'en servent comme, comme un confident, comme un amoureux, comme. Je sais qu'il y a des trucs sexuels, comme un psy. Ça, c'est assez étrange parce que autant je vois ce que ça peut être, le fait d'écrire sur dans un cahier pour lâcher ses émotions. Ça, je comprends l'idée qu'on ait envie de dire des choses. Moi-même, c'est ma manière de faire. Je discute que ce soit en live ou à l'écrit, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc ça, je comprends cette idée-là. Mais par contre, l'idée d'arriver à un moment à ne plus faire la distinction entre une machine et potentiellement c'est euh, quelqu'un qui pourrait avoir des émotions ou nous prendre en considération, alors que c'est pas le cas, ça, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Donc ça me fait toujours bizarre, mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, je sais pas si la société est un peu malade, c'est comme ça. Moi, je pense que, comme toujours, hein, ça répond à un besoin, et s'il y a ce besoin-là, c'est qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas ailleurs, quoi. Et effectivement, d'ailleurs, tout à l'heure, à 14h30, j'ai mon petit rendez-vous ici. Moi qui suis maintenant dans le truc, je suis très content parce que je vois qu'il y a plusieurs mois d'attente pour des personnes. Donc pour moi, c'est plus ça. Hein. C'est plutôt que il n'y a plus de réponse aux besoins des gens, et donc quand tu as un mal-être ou t'es pas bien ou peu importe, tu réponds à ça. Mais pour moi, c'est pas plus différent que oui, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est un ultra sain, c'est une vraie personne. Mais tu vois, pour moi, l'utilisation qui est faite d'un chat GPT ou quoi aujourd'hui, c'est la même il y a 30 ans en arrière quand c'était des cartomanciens ou les astres ou des choses comme ça. Tu as une angoisse, tu as un mal-être, tu as quelque chose, et tu viens chercher une réponse. À l'époque, tu allais voir une voyante ou quelqu'un comme ça. Il faut se rappeler hein, que même Mitterrand ou des présidents utilisaient des voyantes, etc., pour prendre des décisions parfois. Donc pour moi, c'est juste un transfert de comment dire, d'outils qui répond à un besoin, à un mal-être ou à quelque chose, quoi. Mais je suis d'accord que il faudrait plus de professionnels, plus de moyens là-dessus, plus de sensibilisation aussi aux gens à dire que les réponses à votre mal-être ou quoi, ça peut être ça. Exactement, Elisabeth Tessier.
On se rappelle, il y avait Madame Soleil aussi, et à son âme aussi. Mais oui, ça faisait partie. Notre stratégie de développement passe par une transformation de nos marques de jeux de société en marques fortes de l'entertainment, comme on peut le voir avec la marque Loup-garou de Tierce-Lieu, avec le film Loup-garou, produit par Netflix en 2024, l'année dernière, et l'émission Loup-garou par Canal+, portée par Fari et Panayotis Pasco. Et valoir Asmodée. Les années à venir sont riches d'opportunités et nos marques sont assez installées dans l'imaginaire collectif pour avoir tout un champ de possibles à explorer. Oui, oui. On sait, il y a Catan qui arrive, il y a eu Exploding Kittens, il y a. Qu'est-ce qu'il y avait aussi Qu'est-ce qui est prévu chez Asmo? Je ne sais plus. Bon, ça n'arrête pas, quoi. Bon, après, je ne sais pas s'il faut se vanter du film Loup-garou. Il n'y aurait pas jusque-là, moi. Je l'aurais pas cité. Par contre, oui, l'émission Loup-garou de Canal, là, il y a déjà les prochaines saisons qui sont prévues. Ça se vend à l'international. Je sais qu'il y a déjà une version allemande qui est sortie, si je dis pas de bêtises. Il y a plusieurs pays qui, enfin bon, là, pour le coup, c'est un gros succès. À l'heure où les usages culturels se recomposent autour du numérique, le jeu de société français cherche ainsi à moins résister à l'écran qu'à dialoguer avec lui. Application, intelligence artificielle, narration augmentée ou déclinaison audiovisuelle dessinent les contours d'un secteur en pleine hybridation, où le plateau devient un point d'entrée parmi d'autres vers des univers ludiques élargis. C'est ce que je disais la dernière fois, où une des phrases qu'ils disent souvent quand ils sont invités dans les émissions, c'est que les gens veulent quitter les écrans et que le jeu de plateau c'est bien pour ça, quoi. Alors qu'en réalité, ils font tout pour t'amener vers les écrans, que ce soit en utilisation les écrans pour expliquer les règles de jeu, pour la mise en place, pour faire un narrateur, de la musique, et puis après ça passe dans regarder des émissions, des films, des animés. Donc il y a d'un côté, c'est un peu il y avait le greenwashing, là je pense qu'il y a le smartphone washing, quoi. L'écran washing. Bref. Il est bien cet article, hein. Forbes, là, bravo, hein. GG. Après, il y a quelques répétitions, petites choses, mais bon, très bon boulot. Ça couvre tout, donc c'est intéressant. L'onde de choc de l'instabilité politique et budgétaire. Malgré le dynamisme en apparence imperturbable dont fait preuve le marché du jeu de société, l'ombre de l'instabilité politique et budgétaire française vient, une fois n'est pas coutume, assombrir le tableau. En raison du poids de la dette, toujours plus perturbant, et des chamboulements politiques qui inquiètent les marchés, l'onde de choc se déploie de façon inégale sur les différents acteurs du jeu de société tricolore. Le jeu de société français, monsieur. Français. La hausse des coûts de production, d'abord, apparaît comme un premier obstacle pour la prospérité du secteur. Les jeux étant plus chers à fabriquer, le prix des boîtes dans les rayons suit. Corrélation, une trajectoire similaire est néfaste pour le nombre de ventes. Parce que l'étiquette affiche un tarif en hausse, les éditeurs s'attachent à accorder davantage d'attention aux marges et aux pourcentages distribués. Malgré un contexte difficile, le jeu de société, qui offre du temps partagé de qualité, créateur de souvenirs et de moments forts, est une valeur sûre vers laquelle les gens continuent de se tourner, rassure Asmodée. Il reste l'équivalent en valeur, le nombre de jeux augmenté pour un prix moyen qui a baissé. On note donc un intérêt plus marqué pour des jeux à petit prix, des expériences de jeu rapides, des jeux d'ambiance à format plus réduit.
Ça, c'est un truc qu'on a vu hein, sur des jeux qui ont été réédités dans des plus petites boîtes. Je dis quand même, c'est un aveu de vous l'avoir mis à l'envers à l'époque. Hein, parce que c'était possible de le faire. Par la jeu équivalent. Hein. Contre toute attente, la pression sur le pouvoir d'achat ne semble pas affaiblir le nombre de ventes. Mais les joueurs adaptent leur achat en préférence et préfèrent se tourner davantage vers des boîtes moins chères qui apportent des expériences de jeu plus rapides, voire des extensions de jeux qui agrandissent à elles seules le contenu d'une boîte. Ouais. C'est ce qu'on a dit depuis longtemps, et même c'était d'ailleurs Netflix qui l'avait dit, mais oui, le loisir jeu de société, à l'origine, était en compétition, en concurrence avec lui-même. C'est-à-dire que avec majoritairement des acheteurs passionnés, la concurrence, elle est arrivée au moment où les acheteurs passionnés ne pouvaient plus acheter tout. Il y a une époque où ils achetaient tout. Début des années 2000, voilà, il n'y avait pas beaucoup de sorties. Et il suffit de voir les ludothèques des gens qui ont connu cette période pour voir voilà, le nombre de boîtes qu'ils ont impressionnante. Donc il y a un moment, la concurrence, elle était là en réalité. Quoi. Et puis les mauvais jeux, ils n'étaient pas achetés, donc ils disparaissaient. Donc, puis le marché a commencé à s'ouvrir de plus en plus au plus grand nombre. Et donc à ce moment-là, le grand public qui joue aux jeux de société n'y joue pas de manière passionnée, c'est-à-dire tous les jours, plusieurs fois par semaine, n'a pas un budget là-dessus, etc. C'est ça que j'entends par passionné. Hein. C'est plutôt des gens qui c'est un loisir comme un autre. Et donc en fait la concurrence, elle est avec les autres loisirs et pas forcément dans le monde du jeu de société. Parce que eux, ils poncent leurs jeux. Ils achètent, 3-4 jeux dans l'année. Mettons un peu plus, parce qu'ils veulent se faire plaisir, c'est des petits jeux. Mais c'est souvent pour les vacances, pour les week-ends en famille, pour les événements en particulier, partager des moments. Et donc, le reste du temps, c'est plutôt en concurrence avec Netflix, le ciné, le sport, les sorties en bar, ou que sais-je. Donc forcément, on va vers des expériences immédiates. Je pense qu'on est aussi dans ce monde-là parce que tous les autres loisirs nous proposent des expériences immédiates. Quand tu ouvres une plateforme, quelle qu'elle soit, c'est pas comme je mettrais YouTube un peu de côté parce que tu dois quand même faire un choix. Et même YouTube, non, mais je vais mettre même YouTube dedans. Quand tu arrives, on te propose déjà des choses, quoi. On te met déjà devant, ok, voilà ce que tu vas faire, on te mâche le travail et tu as quasiment une expérience tout de suite, immédiate, parce que au fur et à mesure que tu vas regarder, ils vont savoir quoi te proposer de plus en plus de manière pertinente. Et donc, on perd ce côté, oulala, qui était assez vrai il y a quelques mois, années. Vous pouvez passer une soirée entière à checker Netflix sans rien trouver d'intéressant. Aujourd'hui, majoritairement, les algorithmes de recommandation sont assez pertinents, sans parler des réseaux sociaux. Donc je pense que ça explique aussi pourquoi il faut des jeux qui soient impactants très rapidement. Et d'ailleurs, on le voit même même chez les youtubeurs et sur des jeux un peu plus parfois qui demandent plusieurs parties. On voit tout de suite que si la première partie elle n'est pas immédiatement identifiée comme qu'on n'identifie pas tout de suite les forces et les faiblesses du jeu, ça peut être vu comme quelque chose de négatif et hop. La fourchette de prix des jeux joue plus encore que dans les années précédentes sur leur succès de vente. Barrières financières identifiées par les auteurs et les éditeurs aux alentours de 30 €,
joue un rôle singulier sur le pouvoir de dissuasion des consommateurs. Moi, je me demande à quel point, alors on sait que ça se vérifie un peu dans les chiffres, mais je me demande à quel point ils vont pas aussi s'enfermer dans une prophétie autoréalisatrice, quoi, pendant un moment. Je me demande à quel point qui nourrit qui, quoi. Parce qu'à un moment, si on te propose que des jeux à 30 balles, bah tu vas plus aller voir autre chose, quoi. Baracusa nous dit c'est un peu l'œuf et la poule. L'offre s'adapte-t-elle à la demande ou l'œuf influe-t-elle sur la demande? Le marché est inondé de petits jeux et quelques-uns ont une grosse partie du chiffre d'affaires. Pas sûr que ça veuille dire que ce sont les joueurs qui demandent à la base que les jeux soient plus immédiats. Bon, en tout cas, c'est pour ça, le consommateur. Mettons qu'on mette la distinction entre ce que demande le consommateur, c'est ça. Peut-être que les joueurs demandent autre chose, quoi. Mais ça se répercute pas dans les ventes, non plus. Parce qu'il y a des gens qui essayent de vendre des jeux à... Donc ouais, c'est ça qui est compliqué, quoi. D'ailleurs, il parle de consommateurs. C'est vrai qu'on sent que la croissance est un peu moins évidente que ce qu'on attendait, concède Émilie O'Donnell. Les gens ont moins de pouvoir d'achat et ça se sent. Nous avons réagi en changeant notre prix d'entrée. Jusqu'ici, tous les jeux qu'on vendait, c'était entre 89 et 99 euros. Ça va? Là, nous avons scindé les boîtes de ces packs, qui étaient des packs de 3 boîtes, que les gens puissent les acheter à l'unité. Les gens peuvent aujourd'hui acheter des enquêtes à 39 euros, et c'est une nouveauté qui date d'il y a 3 mois. Ouais, avant t'achetais les enquêtes à 100 balles. En même temps, moi je me rappelle d'Unlock, quand en boutique SP, on avait les Unlock classiques avec 3 enquêtes. Dans les supermarchés, ils étaient en une seule enquête à 10 balles. Et je me souviens parce que ça m'avait marqué parce que donc c'était à l'époque, plusieurs années maintenant. Il y avait un moment où il y a le Toulouse Game Show, donc une espèce de grosse expo où il y a la Japanimation. C'est là où tu payes l'entrée pour avoir accès à un supermarché asiatique, quoi. Où on te vend des katanas, des mangas, des trucs comme ça. Et on avait eu un stand, le passe-temps avait eu un stand, je crois que c'était en accord avec Asmodée ou un truc comme ça. Donc on était dans cet endroit-là, et c'était clairement pas là où les gens vont acheter des jeux de société, déjà parce que c'est pas le public de base, et aussi parce que bah, tu peux pas te trimballer toute une journée où tu vas à des concerts, où tu vas faire signer des autographes, etc., etc., et t'es habillé en cosplay, et te balader avec ta pochette de 25 kilos de jeux, quoi. Parce que les jeux, c'est lourd quand même, malgré tout, les boîtes de jeux. Et je me souviens qu'il y avait quand même le jeu que tout le monde connaissait, par contre, c'était Unlock. Et les gens étaient à chaque fois en train de se dire « Ah, mais c'est un nouveau ?» en voyant la boîte de Unlock que nous, on connaissait, quoi. Je sais plus quelle boîte c'était. Parce qu'en fait, eux, ils connaissaient que celle à 10 balles. Alors que c'était les mêmes, c'était les mêmes enquêtes, hein. Sauf que la boîte, elle coûtait 30 balles, du coup. Bref. Donc oui, il y avait déjà cette idée de consommateur qui est différent entre les boutiques SP et le grand public, quoi. Certains auteurs parviennent à résister à la tempête et à se positionner dans l'œil du cyclone, malgré toutes les embûches pavant le chemin du marché des jeux de société. C'est le cas de Maurice Murat, qui affirme ne connaître ni hausse du coût de fabrication, ni baisse du volume de vente. Sur le prix de fabrication et le volume de vente qu'on réalise, par rapport à la conjoncture économique, on ne ressent rien, affirme l'auteur de jeux de société. Il n'y a pas trop de variations sur ce sujet. Le jeu de société est un marché qui a le vent en poupe depuis 10-15 ans,
Peut-être que grâce au fait que nous dépoussiérons et que nous mettons beaucoup d'humour dans nos questions-réponses, on arrive à avoir des volumes qui restent présents en termes de vente. Je pense c'est surtout qu'ils n'ont pas de concurrents directs et que du fait qu'ils ont que du carton, enfin que des cartes, la boîte et les cartes, je pense que ça, c'est peut-être ce qui joue le mieux aussi. Là, ça serait intéressant d'avoir le retour. Est-ce qu'il y a eu un boost de vente ou pas après que justement TTMC soit passé sur TF1? Il parle du marché, tout ça, mais il n'y a aucun moment, personne n'a parlé de la communication. Que, bah, avec une bonne communication, tu peux peut-être maintenir aussi ton volume de vente face à quelqu'un qui fait pas de com ou en fait mal ou etc. Malgré les tensions économiques et les ajustements imposés par la conjoncture, le jeu de société français semble donc mieux armé que d'autres industries culturelles pour traverser les cycles d'incertitude. En s'adaptant finement aux contraintes de prix, aux nouveaux usages et aux attentes des joueurs, le secteur continue de démontrer sa résilience et sa capacité d'innovation. Le jeu de société porté par un besoin durable de lien social, de divertissement accessible et de temps partagé avec ses proches apparaît moins comme une dépense arbitrable que comme un refuge culturel. Si la partie n'est pas gagnée d'avance, la longévité se jouera sur l'adaptation, la créativité et la capacité à garder un coup d'avance. Euh... Double, 33 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Alors ça, c'est ordre de grandeur communiqué. Et c'est surtout, bah, c'est par rapport à qui ils ont interviewé. Donc là, on n'a que du Asmo, par exemple. Dixit, 12 millions. Les Loups-Garous, 7 millions. Landor, 3 millions. Seven Wonders, 2 millions. Pas beaucoup, finalement, 2 millions. J'aurais cru plus, tu vois. Monopoly, plus de 275 millions d'exemplaires vendus depuis 1935 dans 111 pays et 40 langues. Ah, ouais. Dixit, 12 millions, c'est énorme, tu trouves? Là, on parle à l'international. Hein. Je sais pas. Peut-être on est... Peut-être on est... Je suis mindfuck à cause des chiffres de vente qu'il y a en France depuis quelques années, mais... à cause des Skyjo, des... Comment ça s'appelle des Uno, des trucs comme ça. Le Skyjo, ils ont déjà dépassé les 6 millions juste pour la France, quoi. Scrabble, plus de 150 millions de boîtes vendues. Uno, plus de 150 millions. Uno qui reste toujours le numéro 2 des ventes en France. Seven Wonders, c'est le rapport taille de boîte prix, nombre de boîtes qui est excellent. Ouais, ouais. Ouais, 2 millions, tu vois, je suis étonné en fait. Bon, c'est un énorme succès, mais tu te dis c'est le jeu le plus primé au monde.
En tout cas, je sais pas s'il l'a encore, mais pendant très longtemps, il a reçu des tas de prix. Et au final, c'est que 2 millions. Bataille navale, 100 millions. Trivial poursuite, 100 millions. Ok. Ouais, ouais, ouais. Mais là, toi, c'est les chiffres communiqués par Asmo, donc je sais pas si c'est le jeu de base de 2 millions ou si c'est l'entièreté, mais en même temps, quand on avait fait la soirée avec Cédric des Ludonotes, il nous avait dit que comment ça s'appelait, Colt Express, c'était 800 000 ventes, le jeu de base, et qu'avec tout l'univers Colt Express, les extensions, les machins, etc., ça faisait 1 million. Donc ça montrait que les extensions, c'était pas énorme non plus par rapport au jeu de base en vente. Ok. Bon, ça, pour le coup, l'article était assez intéressant. Il est 11h30. Ouais, ouais, les extensions. Bah, ça dépend. Ouais. Pendant longtemps, on a eu ce chiffre-là, mais des fois, c'est